Si je me livrais à un simple calcul, je pourrais dire qu'aujourd'hui, j'ai vécu à peu près autant en France qu'en Russie. Du moins, je compte la partie de la vie consciente, la partie où j'ai des souvenirs et j'ai de la compréhension de ce qui se passe autour de moi. Je ne compte pas les années où j'étais bébé. Mes 22 premières années, j'ai vécu en Russie. J'y ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité et j'ai fait mes études supérieures. Ensuite, à 22 ans, j'ai déménagé en France. Et voilà que depuis plus de 15 ans, je vis dans ce magnifique pays. Vous me posez très souvent les questions sur ma vie en France et en Russie. Quelles sont les différences? Quelles sont les choses que j'aime, les choses que je n'aime pas? Voilà donc une vidéo pour comparer la vie en France et en Russie. Je m'appelle Tatiana, je suis formatrice, interprète et traductrice. J'enseigne le russe aux francophones et le français aux russophones. Ces deux activités enrichissent énormément ma façon d'enseigner. J'ai créé la formation Atelier linguistique russe authentique pour vous aider à maîtriser le russe avec des outils pratiques, des exercices interactifs et un suivi personnalisé. Je publie également des livres sur Amazon avec des textes et des exercices conçus pour vous faciliter l'apprentissage de la langue russe. D'ailleurs, vous pouvez m'y suivre pour découvrir mes dernières publications. Si vous voulez apprendre le russe de manière efficace et être soutenu à chaque étape, rejoignez-moi pour suivre cette belle aventure linguistique. Et maintenant, поехали! Je pense que vous me pardonnerez, mais je vais commencer par le point négatif. Le point négatif qui m'a toujours le plus dérangé en France. Vous n'allez jamais deviner ce que c'est. C'est la fermeture dominicale de tous les services, de tous les magasins, de tous les restaurants. Je n'ai jamais été habituée à ça. En Russie, les magasins, les restaurants, les cinémas, tout est ouvert. Tout est ouvert pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les services, les commodités, en fait, la vie ne s'arrête jamais. On ne voit jamais les rues vides. J'ai l'habitude de dire que je viens d'une petite ville de presque 1 million d'habitants. Mais pour la Russie, c'était une petite ville. C'était quand même la province. Et si on compte 1 million d'habitants, c'est pas seulement la ville, c'est également toute l'agglomération autour. Mais c'était une vie très animée, très trépidante. C'était des grandes rues très larges. Et si on regarde la surface au sol, Astrakhan, ma ville natale, est plus grande que Paris. Et oui, je n'ai pas l'habitude des toutes petites rues et des magasins fermés. Au début, c'était très pénible. Bien évidemment, avec le temps, on prend le pli, on profite de ce dimanche où on n'a pas besoin de sortir, puisque de toute façon, on ne peut manifestement rien faire. C'est un mode de vie tout à fait différent. Mais je vous avoue, ça, c'était le point noir qui me dérangeait le plus au début. Si je continue dans le thème des commerces, je pourrais dire ce que j'adore vraiment en France, c'est la qualité du service. C'est la bienveillance du personnel et des clients. Cette ambiance détendue et polie, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, même dans une file d'attente. Ce n'est pas par hasard si on dit que la politesse, c'est l'huile dans les rouages des relations humaines. Et je voudrais dire qu'il ne faut absolument pas que les Français se départissent de cette politesse et de cette gentillesse. Oui, on vous dit souvent que vous en faites trop, mais en fait, ce n'est jamais trop. Un autre point qui est pour moi autant positif que négatif, c'est l'apéritif. Certes, l'apéritif, c'est un moment très spécial dans le repas en France. Il faut dire que ce n'est pas quotidien cet apéritif. C'est surtout quand il y a des amis. Donc ça donne une notion de convivialité. Saviez-vous que le mot convivial n'existe pas en russe? Vous ne pouvez pas expliquer la notion de convivialité en un seul mot. Et oui, il n'y a que les Français qui ont inventé ce concept de partager quelque chose, même de très simple, à la bonne franquette, avec de la bonne humeur et avec des gens que l'on apprécie. Mais, sans surprise, l'apéritif a également des points négatifs. On mange très souvent à l'apéritif des choses qui ne sont pas forcément très bonnes pour notre santé. Et également, ça gâche l'appétit pour le reste du repas. Et voilà, l'apéritif en demi-teinte. Je suis mariée avec mon mari depuis plus de 16 ans. Et en 16 ans, je me suis aperçue qu'il y a eu des changements qui se sont opérés en lui. Il prend les choses avec plus de légèreté, avec plus de simplicité.
Les choses du quotidien qui l'embêtent le font moins râler qu'autrefois. Et je pense que j'y suis pour quelque chose. N'étant pas française de naissance, je n'ai jamais râlé. La vie dans d'autres pays peut être vraiment dure, compliquée. Les gens font souvent face à des difficultés vraiment réelles, insurmontables. Je ne dis pas que les difficultés que ont les Français ne sont pas réelles. Mais la vie en France, elle est plutôt bien organisée. L'État s'occupe bien des gens. Il y a une sécurité, il y a un stress permanent qui est quand même enlevé aux Français quant à leur travail. Si on est en CDI, c'est très difficile de perdre son travail. Quand on doit être soigné, quand on a une opération prévue, on a une grande partie qui est payée par la sécurité sociale. De nombreux pays ne disposent pas de ces avantages. Et franchement, c'est très bien pour la France et pour les Français. Mais de nombreuses personnes vivant en France et qui n'ont jamais connu autre chose ne se rendent pas compte à quel point on est quand même chanceux en France. Donc, ils râlent. Ils râlent pour pas grand-chose. Je vous partage un secret. Ma philosophie de vie, c'est si dans 5 ans ça n'a plus aucune importance, il ne faut pas que cela te préoccupe plus de 5 minutes. Voilà, c'est ce que je me dis toujours et ça me permet de relativiser et de ne pas me focaliser sur des choses négatives. Mais le fait de râler, ce n'est pas seulement négatif. Ce trait de caractère très râleur des Français, c'est quelque chose grâce à quoi les Français ont acquis ce confort de vie. Les Français se battent pour leurs droits. Ils ne laissent pas les mauvaises habitudes s'installer. Ils ne laissent pas leur prendre une once de leur liberté. Et ça, honnêtement, je dis bravo. Je ne sais pas si c'est la langue qui veut ça, mais lorsque j'étais étudiante à la faculté des langues étrangères en Russie, nous étions comme de véritables Français. Nous étions en train de râler, nous nous battions pour nos droits, tantôt c'était les manuels qui étaient trop vieux et qu'il fallait les changer, tantôt la professeure qu'on avait n'entendait pas très bien et donc elle ne pouvait pas réellement évaluer notre prononciation, rien ne nous convenait jamais. Je crois qu'à l'époque, déjà, on avait attrapé le virus des Français et on est devenu râleurs et battants. Alors je ne sais pas, peut-être que si on veut que les choses avancent dans le monde entier, il faut que les gens parlent français. J'ai effleuré le sujet des grèves. C'est un problème franco-français. Les blocages des trains, les blocages des avions, les blocages des autoroutes avec les opérations escargots et que sais-je d'autre. Toutes ces petites choses qui créent des désagréments dans le quotidien de tous les Français. Certes, en Russie, ça n'existe pas. Les trains arrivent toujours à l'heure, on n'est jamais en retard, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de problème de ce genre. Mais si on parle de la France, on parle toujours des trains en retard et on ne parle jamais des trains à l'heure. Pensez-y. Tout n'est pas si dramatique et les Français finalement acceptent docilement ces désagréments. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Aussi râleurs et grévistes qu'ils sont, les Français ont cette légèreté des interactions sociales, une facilité de communication, un art de vivre, un art de small talk, une façon de parler de tout et de rien avec n'importe qui. En Russie, les gens seront insatisfaits si la conversation n'est pas profonde, si on ne parle pas de la philosophie, de la profondeur de nos sentiments, des réels problèmes de chacun. Donc les Russes ne seront jamais satisfaits d'une conversation qui n'est pas aussi profonde et sincère. Personnellement, j'aime les deux. J'aime la légèreté qu'on puisse avoir dans la conversation avec des gens qu'on ne connaît pas peut-être plus que ça et la profondeur qu'on puisse avoir avec les gens qu'on connaît bien et depuis longtemps. Mais contrairement à la plupart des Russes, je ne pense pas qu'on puisse avoir des dizaines et des dizaines de personnes avec qui on peut être profondément lié et profondément sincère pour parler de nos problèmes et de nos difficultés profondes. À réfléchir, qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous aimez être très ouvert, très sincère et parler des choses même les plus secrètes et enfouies au fond de vous ? Ou alors vous préférez le type de conversation assez légère où vous survolez certains sujets sans parler en profondeur de ce qui vous touche et ce qui vous préoccupe vraiment. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Un autre point dont je vais parler, c'est l'ambiance sur les routes. Comment les gens conduisent, comment ils se conduisent eux-mêmes sur la route. Je sais que beaucoup de Français aujourd'hui se plaignent du fait que les gens sont moins civiques,
moins polis, moins respectueux des règles et des autres usagers de la route. Sachant l'atmosphère en Russie, je vous dis qu'on est loin de l'incivisme russe. En Russie, les gens vont à fond de ce qu'ils veulent faire, ils ne pensent pas aux autres, il n'y a pas cette courtoisie omniprésente qui fait partie de la note lors de l'examen de la conduite. Les routes en Russie, c'est la jungle. Et en plus de ça, c'est encore plus dur lorsque vous êtes une femme. Les hommes étant très sexistes, très machos, ils vont tout faire pour vous montrer que vous êtes une femme sur la route et ce n'est pas votre place. Ils peuvent vous faire des queues de poisson, ils peuvent vous insulter, ils peuvent vous doubler de manière très dangereuse, justement parce que vous êtes une femme. Moi, conduisant en France, je vois que l'attitude des gens autour de moi change parce que je suis une femme. Les gens sont moins stressés, moins énervés, plus polis. Je vois que les gens souvent me facilitent le passage, me cèdent le passage, chose que je ne constate pas lorsque c'est mon mari qui est au volant. Le seul défaut des routes en France, c'est vraiment les rues étroites, qui m'ont très longtemps fait peur pour la conduite. Un autre point dont je voudrais parler, c'est la médecine. En Russie, on n'éprouve pas de manque de médecins. Vous avez besoin d'un rendez-vous, vous prenez votre rendez-vous. La difficulté est différente. La difficulté est de trouver un bon médecin. Malheureusement également, les médecins sont souvent mal payés. Donc, si vous voulez être bien soigné et qu'on prenne bien soin de vous, vous êtes obligé de payer. Vous êtes obligé de passer par la médecine privée, où les gens sont plus satisfaits de leur revenu au travail. Ce n'est pas un secret. Lorsqu'on est mieux rémunéré, on fait notre travail mieux. Évidemment, on n'a pas la pression et le stress pour savoir comment s'en sortir à la fin du mois. En revanche, en France, les médecins, pour la plupart, dans leur grande majorité, ce sont de très bons médecins. Ils sont courtois, polis, connaisseurs de leur sujet. Mais il faut être mourant pour en rencontrer un. Je ne vais pas vous parler de mes 8 heures aux urgences, d'où je suis sortie quand même en pire état que lorsque j'étais arrivée. Ce n'est pas normal. C'est réellement un énorme défaut pour la médecine. Certes, on est remboursé, on est très bien remboursé, mais l'argent ne fait pas tout. Si vous étudiez le russe, vous savez à quel point la santé est importante pour les Russes, à quel point le mot zdarovie, la santé, est intégré dans plein d'autres notions, ne serait-ce que quand on dit bonjour, здравствуйте, ça veut dire littéralement soyez en bonne santé. La santé, on ne rigole pas avec. Donc, il faut faire quelque chose pour que ça soit vraiment une super bonne qualité. Un autre point dont je voudrais parler, c'est la cuisine. Évidemment, je préfère la cuisine française. J'adore le service dans les restaurants français. J'aime beaucoup cette structure de repas avec entrée, plat, dessert. Évidemment, quand c'est un repas de mariage avec une entrée, un cocktail, un trou normand, un digestif, tout ce que vous voulez. J'aime cette structure, j'aime beaucoup les plats français. J'adore ce côté où la nourriture doit être autant un plaisir pour les yeux que le plaisir gustatif pour les papilles. C'est d'ailleurs étrange qu'en France, il y ait autant de fast-food alors qu'il y a un tel patrimoine gastronomique. J'arrive pas à le comprendre. Si on parle de la restauration en Russie, il n'y a pas de structure. Vous pouvez passer votre commande, demander une salade, une soupe, un café et on vous apportera absolument tout en même temps, peu importe si votre café devient tout froid lorsque vous aurez fini votre repas. En France, les portions sont généreuses et belles. Parfois un peu trop, certes. Mais en Russie, il y a ce côté encore soviétique où votre assiette sera pesée. Si dans le menu, c'est marqué que la salade fait 250 grammes, soyez sûr, elle ne fera pas 251 grammes. Ça sera pile 250 grammes. S'il y en a 1 gramme de plus, on vous l'enlèvera. N'oubliez pas non plus qu'en Russie, vous allez payer séparément pour le pain et pour de l'eau. Ce n'est pas gratuit. Et puis la politesse et la gentillesse des serveurs en France. En Russie, les serveurs, très souvent, faisaient la tête comme si j'étais venue à la maison, chez eux, à 3 heures du matin, en leur disant « Allez, préparez-moi quelque chose à manger ». Et ça, honnêtement, je déteste ça. Et c'est indéniable, la France remporte le point là-dessus. Certes, la cuisine russe est variée. Elle est assez proche de la cuisine française finalement. Mais parfois, elle manque de finesse. Parfois, elle manque d'élégance.
Il y a beaucoup de plats qui ont peut-être perdu de leur saveur parce que les gens n'avaient pas tous les ingrédients nécessaires à l'époque soviétique. Beaucoup de plats ont été faits à base de mayonnaise, des choses grasses, des choses pas très digestes, certes, mais les gens n'avaient pas forcément les bons ingrédients. Et la cuisine russe, aujourd'hui, elle s'épanouit. Il y a énormément d'émissions de cuisine. Les gens, ils ont accès à beaucoup plus de bons produits et ils savourent cette possibilité d'innover, d'apprendre les autres cuisines et d'intégrer certains aliments des autres cuisines à la cuisine russe. Donc, je pense que la cuisine russe a de beaux jours devant elle. Un autre point, c'est l'école. Ici, je vais juste légèrement effleurer ce sujet. Si vous êtes intéressé par ce thème, vous pouvez regarder mon autre vidéo qui a été dédiée à l'école en Russie et où je parle beaucoup plus en détail du système scolaire en Russie. Évidemment, je vous laisserai le lien dans la description et vous pouvez également le voir en ce moment-là au-dessus. Pour moi, l'école en Russie a des avantages indéniables. Les enfants sont mis en compétition. Ils ont la possibilité de participer à des activités extrascolaires à partir de 2 ans, facilement. L'âge n'est pas du tout en blocage à ce moment-là. Les gens emmènent leurs enfants très jeunes dans des sections de sport, de musique, dans des cours de langue. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'on a plus de compétition et qu'on a vraiment besoin d'être plus compétitif et qu'on doit avoir plus de cordes à notre arc? Je ne sais pas. Mais en Russie, c'est très exigeant. Il n'est pas rare qu'un enfant, même de 8 ou 9 ans, soit obligé de faire ses devoirs jusqu'à 11 heures du soir. Ce n'est pas rare. Et personnellement, je ne trouve pas ça normal. En France, on a moins de devoirs. Peut-être que ça donne un peu moins de résultats. Mais les enfants ne sont pas privés de leur enfance. Si on parle des vacances, les vacances en Russie, pour moi, sont moins bien réparties. Il y a peu de vacances tout au long de l'année et on a une coupure de plus de 3 mois pour les vacances d'été. Autant dire un temps suffisant pour oublier absolument tout ce que vous avez étudié dans l'année. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre le système français et un système russe. Mais ce que j'aime dans une école en France, c'est le côté beaucoup plus bienveillant des professeurs. Ils sont là plus dans l'amitié, dans le côté amical avec les enfants. Ils ne sont pas là pour les traumatiser à vie et les dégoûter de l'école. Pour le moment, j'ai surtout connaissance de l'école maternelle et primaire. Je n'ai pas encore d'enfants au collège ou au lycée. Je pense que d'ici quelques années, je vais réactualiser mon opinion de l'école française. Mais pour le moment, honnêtement, tout ce qui se passe avec mes enfants à l'école en France, j'adore. Un autre point que je voudrais comparer, c'est le temps de travail. En Russie, vous travaillez 40 heures par semaine et c'est un minimum. Il est possible que vous soyez obligé de travailler plus et ce n'est pas forcément toujours rémunéré davantage. Parfois, on vous dit vous devez faire ça, peu importe le temps que vous allez mettre pour le faire. En France, c'est 35 heures, vous avez fini votre journée et personne ne reste 1 minute de plus sur son poste de travail. Je ne sais pas qui a raison. Et si on parle des études supérieures qui nous permettent d'accéder au travail, en France, c'est réparti en Master 1, Master 2 et c'est quand même beaucoup plus envisageable lorsque vous savez que vous avez 2 ans, 1 an, 3 ans d'études à faire. En Russie, vous savez que vous avez 5 ans obligatoires et non négociables d'études. Et d'ailleurs, si vous avez fait vos 5 ans d'études à l'université en Russie, mais que vous n'avez peut-être pas réussi vos examens, c'est comme si vous avez absolument rien fait et n'avez acquis aucun métier et vous avez perdu vos 5 ans de vie. Pour moi, ce n'est pas très juste. Et puis, il faut dire qu'en Russie, ce qui compte, c'est pas tellement quel diplôme vous avez, mais que vous avez un diplôme. On sait que vous pouvez faire les études de professeur de français, mais après, vous pouvez faire un travail absolument différent de vos études, mais vous avez fait des études supérieures. Donc, votre employeur va vous former pour un autre métier que vous allez exercer. Très peu de gens travaillent dans les domaines dont ils ont acquis les diplômes. C'est un paradoxe. On apprécie plus les diplômes que la maîtrise d'un domaine. Un autre domaine dont je vais parler, ce sont les associations. Autant dire tout de suite qu'en Russie, les associations, les comités des fêtes, les brocantes, ça n'existe pas. Ce n'est pas favorisé et je pense aussi honnêtement, les gens n'ont pas de temps à donner aux autres bénévolement.
ils ont une vie plus difficile, ils ont besoin de s'en sortir et ils ne peuvent pas se permettre de donner ce temps gracieusement à quelqu'un. J'adore ce principe des associations en France où les gens peuvent trouver l'activité de leur choix à un prix tout à fait abordable pour se cultiver, pour s'instruire, pour se divertir, pour passer du temps, ce qui est d'autant plus apprécié à la retraite. Certes, la participation à la vie d'une association est assez chronophage, mais c'est aussi très bénéfique. On se sent utile, on sent qu'on apporte quelque chose à la communauté. Quand je suis venue en France et que j'avais plus de temps libre, j'ai fait partie d'un comité des fêtes. J'ai été d'ailleurs la secrétaire du comité des fêtes, ce qui m'a permis d'améliorer mon français et de m'intégrer à la communauté qui m'entoure. C'est indéniable pour moi, les associations, ça rapproche les gens, ça les rend concernés par ce qui se passe dans leur ville, dans leur village, dans leur région, et ça rend la vie plus agréable parce que chacun essaie de faire quelque chose pour le bien de tous. Et maintenant, parlons des choses qui fâchent. Les impôts. En Russie, le pourcentage des impôts est inférieur à ce qu'on paye en France. La France, c'est le pays qui bat des records dans la quantité et le niveau élevé des impôts. En Russie, les gens sont moins civiques. Il y a moins d'impôts, c'est moins élevé, mais même ça, ils essayent de cacher au gouvernement. On a toujours ce principe en Russie de chacun pour soi. L'État, il travaille pour lui, mais chaque citoyen travaille pour soi parce qu'en fait, les gens en Russie ne voient pas cet argent qu'ils donnent à l'État. Ils ne voient pas cet investissement dans l'embellissement des rues, des villes, d'amélioration de leur quotidien. En France, certes, on paye beaucoup, mais on voit l'amélioration. On voit où va notre argent. Et peut-être je dis une chose absurde, mais je préfère payer plus, mais de voir également que la vie autour de moi s'améliore grâce à cet argent. Un autre frein au paiement des impôts, c'est la bureaucratie en Russie. En Russie, beaucoup d'argent se vole et ce n'est pas un secret. Vous pouvez toujours trouver une solution d'accélérer le développement de votre dossier. En France, il y a un millefeuille bureaucratique absolument incroyable. Les choses sont sans doute faites de manière honnête, mais ça prend un temps considérable. Quand on vit en Russie, on a l'habitude d'obtenir tout très vite. Les documents, ça va vite. On obtient chaque papier vite. Donc, on peut résoudre les problèmes de notre vie assez facilement. En France, lorsqu'on dépose un dossier, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. En 15 ans en France, je suis devenue une championne de préparation des dossiers, du dépôt des dossiers et j'ai aussi appris la zen attitude. Je ne stresse pas, je ne suis pas pressée, je sais que ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va finir par y arriver. En Russie, j'étais beaucoup plus stressée pour ça parce que j'avais l'habitude que ça aille plus vite. Ceci dit, quand même, la bureaucratie française et la bureaucratie russe, c'est un petit peu similaire. Ça ressemble toujours aux 12 travaux d'Astérix. Et je vais finir sur un point plus humoristique. Un point toutefois que je ne pardonnerai jamais aux Français, c'est d'avoir renommé tous les personnages de Harry Potter. Les Français, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais quand vous avez lu Harry Potter en anglais ou dans une autre langue, en français c'est méconnaissable. C'est surprenant à quel point on a réussi à remplacer absolument tout ce qui existait dans l'univers Harry Potter avec des mots qui ne ressemblent pas du tout aux mots d'origine. Lorsqu'on traduit un livre ou un film en russe, on essaie de garder la même sonorité. On ne traduit pas un nom, on garde sa sonorité et on recrée un mot tel qu'il est dans sa langue d'origine. Les Français, ils ont cherché à tout traduire. Et ça vraiment, je trouve, c'est dramatique. Je vous prépare une vidéo sur Harry Potter. C'est possible qu'on fasse une lecture d'un extrait et qu'on voit également comment s'appellent les mêmes personnages, les mêmes lieux en français et en russe. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous voulez cette vidéo ou pas. Je ne peux pas véritablement vous dire si c'est plutôt la Russie ou la France qui l'importe. J'ai toujours senti que je n'étais pas à ma place en Russie. C'est très curieux, comme si je n'étais pas née au bon endroit. Et quand je suis venue en France, les gens me posaient la question, est-ce que la Russie te manque? Est-ce que tu te sens peut-être nostalgique? Est-ce qu'il y a des choses qui ont énormément changé? Mais quand je suis venue en France, j'ai eu cette incroyable sensation que j'étais là
où je devais être. J'étais à ma place. Rien ne me choquait spécialement. Rien ne m'a bouleversé, rien ne m'a dit « Ah non, 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 je ne peux pas du tout vivre ici ». Tout était comme fait spécialement pour moi. Est-ce que réellement on peut être né au mauvais endroit? Je n'en sais rien. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous vous êtes toujours senti bien à l'endroit où vous êtes né? Est-ce que vous avez cherché à déménager dans un autre pays? Est-ce que vous avez déjà rencontré un autre pays où vous disiez j'ai envie de vivre là? Je sens vibrer quelque chose en moi quand je suis dans ce pays, quand je parle la langue de ce pays. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Si de votre côté, vous avez vécu dans plusieurs pays, quel pays vous a plu le plus et pourquoi? Partagez avec moi, n'oubliez pas que je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Et pour finir, n'oubliez pas, apprenez les langues étrangères sans stress et avec plaisir et vous obtiendrez des résultats remarquables.